bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous faire part de cette réflexion sur quel élevage pour une agriculture biologique performante, avec une analyse qui touche aussi au système en agroécologie au-delà de la bio. Et un titre plus complet aurait pu être le second, quel élevage pour une agriculture durable et adapté au contexte énergétique à venir, puisque c'est une partie importante de la réflexion. Donc, trois parties. Je vais commencer donc par la première sur quel avenir pour l'élevage. Vous voyez qu'il y a la seconde sur les questions d'énergie. Et puis une partie où j'irai super vite sur les services rendus dans le cadre d'un nouveau design de l'élevage. Donc, quelle multiperformance peut-on attendre d'une agriculture qui limite drastiquement les intrants chimiques? Je reprends une étude qui avait été portée par l'ITAB, à laquelle on avait participé. Donc, c'était une demande du ministre de l'Agriculture en 2016, quantifier et chiffrer économiquement les externalités de l'agriculture biologique. C'est juste, en fait, pour vous faire part de ce tableau de synthèse où on avait utilisé un jeu de couleurs pour montrer sur quel type d'externalité la bio répondait mieux que le conventionnel. Et on voit bien que sur ce jeu de couleurs, dans 80% des cas, la bio a vraiment des atouts par rapport à l'agriculture conventionnelle. Et cette diapo pour pointer sur cette case rouge, qui est l'emprise foncière, c'est-à-dire le besoin en surface pour une production équivalente. Et derrière cet aspect-là, c'est le différentiel de rendement, donc ce fameux delta de 20%, toute production, tout continent confondu, entre bio et conventionnel. Donc c'est vraiment un problème majeur. Et donc ma réflexion porte sur ce point-là. Comment compenser la baisse de productivité inhérente à la suppression des produits chimiques de synthèse? Pardon. Donc, un certain nombre de leviers peuvent être identifiés. Bon, maîtriser la démographie, j'en dirai pas plus. Limiter les pertes et gaspillages, qui est un point essentiel, hein, puisque ils sont estimés à 30% de la production, donc on a un levier important. Je tiens toujours au troisième point sur les autres utilisations des terres pour une cohérence de l'ensemble des politiques publiques, en particulier les questions d'énergie. Il faut savoir, par exemple, qu'aux États-Unis, je crois que c'est pas loin de la moitié du maïs part en bioéthanol. Donc, nécessité de connecter les différents types de politiques, augmenter les surfaces cultivées. Et puis, en fait, je vais m'attarder sur les deux derniers points. Adapter les régimes alimentaires en termes de part des produits animaux dans les régimes. Et le dernier point, assurer une productivité suffisante des surfaces agricoles. Donc, je vais commencer par ce dernier point, en illustrant sur les grandes cultures et en montrant que si on veut jouer les principes de l'agroécologie et la diversification qui va avec, on est obligé de complexifier les rotations. Donc là, c'est une rotation type longue, avec alternance céréales légumineuses. Mais vous voyez, ce qui est un gros point marquant par rapport au conventionnel, donc, c'est ces cultures de fourragères, légumineuses fourragères, qui permettent non seulement de capter l'azote, mais de casser un certain nombre de cycles. Je vais très vite là-dessus. Parallèlement, donc, dans ces systèmes-là, au-delà de la luzerne ou du trèfle, on a aussi des intercultures très importantes pour maîtriser la couverture l'hiver, les adventices, etc. Et donc, toutes ces ressources fourragères, on a tout intérêt à utiliser l'animal sur place, même si on peut broyer, etc. Mais l'animal a toute sa place dans ces systèmes de diversification de grandes cultures qui limitent les intrants chimiques. Voilà, donc conclusion de ce premier point, on remet de l'élevage. Deuxième point, adapter les régimes alimentaires. Quel effet du régime alimentaire sur le besoin en terres agricoles? Donc, quelle incidence de la part des produits animaux? J'utilise pour cette démonstration les travaux d'Emmanuel Casguillot et Julia Baudry, qui, sur la base de Bionutrinet, comparent une cohorte Q5 qui consomme le plus de produits bio à la cohorte Q1 qui n'en consomme pas. Donc là, je vais juste pointer sur la surface nécessaire pour ces deux cohortes, avec le résultat final qui est que les consommateurs bio utilisent près de 20% de surface en moins dans leur assiette par rapport au conventionnel, ce qui paraît assez étonnant, sachant qu'on retrouve quand même, enfin, il y en a un double C. Le premier, c'est l'effet bio-non bio. Donc, par leur consommation bio, ils utilisent près de 20% de surface en plus. On retrouve le delta de rendement tout à l'heure. Et par contre, l'effet régime alimentaire est complètement déterminant, puisque le fait de consommer moins de produits animaux est réduit de 30% la surface mobilisée. Donc, en conclusion, donc, la consommation de produits animaux a vraiment un impact majeur sur la surface agricole mobilisée pour l'alimentation humaine. Et on pourrait pousser le bouchon très loin en baissant, voire supprimant les activités d'élevage. Néanmoins, donc, on a un vrai dilemme.
Donc, c'est les deux points que je viens de présenter. D'un point de vue agronomique, on aurait vraiment intérêt à remettre de l'élevage dans des systèmes de grande culture. Et puis, du point de vue de la consommation, on a intérêt à réduire les produits animaux. Donc, la question, c'est quelle part de l'élevage, globalement, quel compromis pour maximiser la population nourrie. Alors, il y a une publication qui fait référence aux Pays-Bas par Hélène van Kernebeck. Voilà le graphique qui synthétise son analyse. En abscisse, on a la part des produits animaux dans le statut protéique du consommateur. Et en ordonnée, c'est la surface nécessaire à l'échelle du pays, donc en millions d'hectares, avec trois hypothèses, 15 millions d'habitants, 25 millions d'habitants, 35 millions d'habitants. Et on voit qu'en fait, on a un optimum qui se dessine à 12%. À 12%, on a là l'optimum de part des protéines animales dans les protéines ingérées, qui limite complètement ce qu'on appelle la compétition fit food et qui optimise toute la biomasse. Si on était à zéro, on voit qu'il faudrait plus de surface puisqu'on aurait de la biomasse non utilisée. Et dès qu'on dépasse 12%, 20, 30%, les animaux vont consommer des aliments que l'homme peut consommer directement. Alors bien entendu, cet optimum dépend du contexte agronomique. En France, on serait plutôt autour de 25% puisqu'on a plus de massifs, de demi-montagnes, etc. Alors, rechercher un tel optimum conduit à repenser la distribution d'élevage dans les territoires, puisque sur la diapo précédente, vous avez bien vu que l'animal est là pour consommer des résidus de biomasse, etc., qui se trouvent dans l'ensemble des territoires. Donc, globalement, il faudrait réintroduire à l'échelle de la France très fortement de l'élevage dans les zones très spécialisées en grande culture, également dans les zones de vergers et de vignes, ce qui est déjà un petit peu fait. Mais comme globalement, on sait qu'il faudrait baisser très fortement la consommation de produits animaux, ce qu'a montré tout à l'heure le graphique sur la bio, il faudrait baisser drastiquement la part de l'élevage dans les zones où il est très fortement concentré, donc l'ensemble de l'Ouest, mais également des zones où l'élevage, où les territoires sont très spécialisés dans les productions d'élevage depuis 50 ans, mais où on a quand même des surfaces labourables, comme donc Massif Central, on est autour de 20-25% de surface cultivable. Voilà. Deuxième partie, pour vous montrer qu'il y a une grande convergence des résultats de l'analyse par rapport à ce que je viens de vous dire. Quel est l'avenir de l'élevage face aux défis énergétiques? Donc, retour aux fondamentaux, l'élevage, l'animal est un très mauvais transformateur de l'énergie, surtout les ruminants. Donc là, c'est un graphe un petit peu type que je n'avais pas présenté avant, qui montre que, en fait, dans la biomasse consommée par un ruminant type allaitant, on a 85% de pertes et on obtient finalement que 15% de production par rapport à l'ensemble de ce qu'il a consommé au départ. Donc, des pertes très importantes, ce qui va expliquer directement cette diapo. Le coût de l'énergie a une incidence plus ou moins forte sur le prix des denrées alimentaires. Donc là, je parle soit de produits animaux, soit de produits végétaux, avec ce petit indicateur classique d'efficience, où je rapporte l'énergie produite sous forme de denrées alimentaires à l'énergie totale engagée avec une approche ACV. Donc, on pourrait s'attendre à être au moins à 1, c'est-à-dire produire au moins autant d'énergie qu'on en consomme. Avec le lait, on est autour de 0,7, les bovins viande de 0,45, les porcs autour de 0,7, puisque l'efficience alimentaire a été sélectionnée relativement élevée. Et on peut comparer ça aux grandes cultures, où on est à 5 en conventionnel et on serait à 7, 8, 9 en bio, puisqu'on n'a pas l'azote de synthèse qui coûte très cher en énergie. Tout cela pour dire que, vous voyez, on a un facteur 6 à 12, une efficience énergétique qui est 6 à 12 fois moindre pour les produits animaux versus les produits des grandes cultures, ce qui veut dire que l'inflation du prix de l'énergie aura une incidence 6 à 12 fois plus élevée pour les activités d'élevage versus les activités de grande culture, si on ramène ça aux mégajoules produits sous forme de denrées alimentaires. Et donc derrière, c'est une chute de compétitivité des productions animales vis-à-vis des productions végétales si on revient sur une inflation très importante du coût de l'énergie. Donc la question, c'est comment produire en baissant drastiquement les coûts de production. Donc là, j'ai repris des chiffres de Solagro. Alors c'est hyper synthétique, c'est à l'échelle de la France, où là, j'ai fait un amalgame entre bovin lait, bovin viande pour montrer les grands postes de consommation d'énergie. Vous voyez, produits pétroliers, 24%, aliments, 23%, fertilisation, 15%. Et on peut faire le parallèle aux grandes cultures, où le schéma est complètement différent. Et vous voyez que la fertilisation, c'est quasiment la moitié du coût énergétique en grande culture. On n'en parle jamais beaucoup. Et sur cette fertilisation, je pense qu'à 80%, ça doit être l'azote de synthèse. Et vous voyez que par rapport à cette fertilisation, quand on regarde un peu la carte de France et les excédents
fertilisants du Grand Ouest, on pourrait se dire qu'on aurait quand même tout intérêt à faire un transfert vers les systèmes de grande culture. Et si on regarde d'une façon plus précise le diagramme des bovins, les trois quarts, en fait, sont dédiés, de près ou de loin, à l'alimentation des animaux. Et là aussi, on pourrait réenvisager envisager d'une façon plus importante le transfert de coproduits de cultures intermédiaires vers l'élevage, tel que je l'ai présenté un petit peu tout à l'heure. Plus globalement, il s'agit de privilégier l'utilisation de ressources non en compétition avec l'alimentation humaine, mais également avec la production d'énergie. Moi, personnellement, c'est ce qui me fait quand même très peur. Donc, je vous propose pour ça un graphe à double entrée. En abscisse, un axe sur la concurrence de la biomasse par rapport à l'alimentation humaine. Et en ordonnée, ce qui est moins fréquemment présenté, l'aspect concentration spatiale de la biomasse avec une concentration accrue, une concurrence accrue vis-à-vis de l'utilisation de la biomasse pour de l'énergie si elle est concentrée d'un point de vue territorial. Un petit jeu de couleurs. Donc, quand on sera dans le rouge, c'est que l'élevage aura beaucoup de mal, et dans le vert, une situation privilégiée. Et là, on peut passer en revue un certain nombre de biomasses. Donc, céréales protéagineuses, c'est à la fois utilisable pour l'alimentation humaine, mais également, on peut méthaniser très facilement ou faire du bioéthanol. Les coproduits de l'industrie agroalimentaire, on est déjà un peu moins en concurrence pour l'alimentation humaine, la paille, etc. Donc, toute cette ligne-là, vous voyez, il est très facile d'injecter cette biomasse dans des méthaniseurs. Et puis, on peut aller sur la verticale, donc les intercultures, les prairies naturelles fauchables, l'arbre, on en reparlera tout à l'heure, pâturage des céréales au moment du talage, et puis tout ce qui est verger, vignoble, résidus de culture, parcours et landes. Et là, on voit bien que si on va du quart en haut à droite vers le bas à gauche, on va rentrer en concurrence, on va avoir des coûts de production d'élevage importants, ce qui va augmenter le prix nécessaire de mise en marché. Alors, pour quel service rendu? Là, je vais aller très très vite, je n'ai pas d'autres diapos que celle-ci. Je vous renvoie au texte. Donc, c'est Bertrand Dumont qui a contribué le plus là-dessus. Donc, un gros intérêt au niveau agronomique pour les grandes cultures, j'en ai parlé tout à l'heure. Plus de surface de prairie avec du stockage du carbone, de la biodiversité associée, le maintien de zones ouvertes et prévention d'incendies, la qualité nutritionnelle des produits issus de ces systèmes pâturants, le bien-être animal, une baisse importante finalement de l'élevage. Donc globalement, c'était le rapport de la Cour des comptes, une baisse importante des émissions de gaz à effet de serre et une meilleure autonomie alimentaire, donc une forte restriction des importations d'autres continents. Voilà, je suis passé très vite pour arriver donc à la conclusion. Donc, il y a deux grands points en fait dans la réflexion, c'est quelle place de l'élevage pour une agriculture durable et quelles adaptations des systèmes d'élevage par rapport au contexte énergétique. Et il y en a une convergence totale en fait du design que je propose pour l'élevage. C'est des ressources dédiées à l'élevage qui soient peu coûteuses, peu concurrentes d'autres utilisations, dont l'alimentation humaine, mais aussi la production d'énergie. Cela renvoie à une redistribution de l'élevage dans tous les territoires où sont disponibles ces différents types de ressources. Moins de produits animaux consommés, mais ce que je n'ai pas abordé du tout, c'est des caractéristiques différentes. Des impacts socio-économiques très importants du fait de la reterritorialisation des activités d'élevage et de la déconcentration importante dans certaines zones. Un élevage qui serait reconnu complètement pour les services fournis à la collectivité. Et pour terminer, je pose la question, sur le temps long, est-ce une option ou est-ce un impératif face à une réalité économique qui pourrait se présenter à nous et aux éleveurs? Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Marc. Moi, j'ai une petite remarque sur les priorités en termes d'énergie et de biomasse. Il y a quand même une prise de conscience. Alors, je sais bien que la législation ne fait pas tout, surtout quand elle n'est pas suivie. Néanmoins, il y a des directives au niveau européen qui sont reprises au niveau français pour privilégier d'abord l'alimentation humaine, puis l'alimentation Oui, animale et l'utilisation énergétique. Normalement, elle ne doit être autorisée que en position plus basse. Et il y a quand même beaucoup d'études en ce moment sur justement l'utilisation de toute la biomasse disponible et des oui, évaluations environnementales au sens large, c'est-à-dire avec la première question qui est est-ce qu'on peut produire la même chose autrement? oui, C'est oui, toute la réflexion, par exemple, pour sortir du sujet élevage sur l'utilisation du bois où, oui, oui, il y a 10 ans ou 20 ans, on nous a quand même beaucoup poussé à utiliser le bois pour le chauffage.
Et Mm. puis maintenant, c'est complètement déconseillé. Et Ouais. donc, il y a quand même voilà, Oui, une, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a quand même une prise de conscience et des décisions au niveau français et européen. Par contre, là, sur les marchés type énergie, on est quand même sur des marchés internationaux. Et si les réglementations vont pas dans le même sens, je pense au continent américain, nord ou sud, oui, ça peut aussi faire des dégâts, quoi. mais je crains qu'au cours des prochaines années, effectivement, la législation européenne et américaine n'aille pas dans le même sens. Mais bon. Et donc, il y a une autre question sur le fait, enfin, une question sur se demandant si la non-spécialisation de l'élevage, par exemple, tout ce qui est race mixte, viande et lait, permettrait d'améliorer l'efficience énergétique, de l'élevage. Alors, je pense qu'autour de la table, il y a peut-être d'autres personnes compétentes Ouais, là-dessus. oui, et puis on Dès qu'on pourra traite de peut-être on pipeline, pourra reprendre ouais, ça tout à l'heure oui, dans ouais, la table ronde. oui, Et on en parle comme d'une pas- piste. Oui, c'est sûr. Oui, ouais, voilà. c'est une piste Pas intéressante. creux, mais c'est intéressant. Enfin voilà, je le signale parce que c'est intéressant.